Je vous laisse le soin de finir de vous installer. J'espère que le son porte suffisamment bien jusqu'au fond de la salle. Ça a l'air de marcher parce qu'on me fait signe. Merci pour vous être déplacés aussi nombreux ce soir pour cette réunion publique d'information sur l'avenir des thermes de Divonne-les-Bains. Avant de commencer mon propos, je tenais à vous présenter les personnes qui vont intervenir et m'accompagner durant cette soirée, dont Madame Véronique Bode, qui est première adjointe au maire de Divonne-les-Bains en charge du tourisme et du thermalisme, et Monsieur Maxime Mercier de la société CAPA, qui va vous présenter aussi l'état du bâtiment. Et la société CAPA a réalisé un des 2 audits techniques que nous avons mandatés sur le bâtiment des thermes. L'idée de cette soirée, c'est de pouvoir, pendant un peu moins d'une demi-heure, vous faire part de la situation des thermes. Je vais y revenir dans quelques minutes. Et de se laisser 1 heure d'échange sous la forme de questions-réponses. Un micro circulera dans la salle pour que l'on puisse répondre à l'ensemble de vos préoccupations, pour qu'on puisse compléter aussi le propos que nous pourrons avoir durant cette présentation, et puis qu'on essaye d'avoir une séance la plus complète possible en termes d'information. Je crois que le sujet est important, et c'est d'ailleurs le sens de cette réunion publique d'information. Très rapidement, vous dire pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là devant vous aujourd'hui parce que l'établissement thermal de Divonne-les-Bains a été repris en gestion en régie, donc en gestion par la ville, en 2020, suite à un contentieux avec la société Valvital qui gérait les thermes de Divonne-les-Bains depuis les années 98. La société Valvital a été une société privée spécialisée dans le thermalisme, avec laquelle la commune a signé 2 types de contrats. Un premier contrat de gestion, classique, en 98, et ensuite un bail emphytéotique administratif en 2007. Durant une dizaine d'années, la gestion du centre thermal s'est plutôt bien passée avec Valvital, un peu moins d'une dizaine d'années. Et nous nous sommes ensuite rendus compte qu'il y avait un certain nombre de difficultés à ce que Valvital réalise les conditions du contrat qui le liait à la ville, et notamment des questions d'entretien du bâtiment et d'investissement dans le bâtiment. C'est la raison pour laquelle, en 2018, la ville a signifié à Valvital la résiliation, la fin du contrat qui le liait à la ville. Ça a nécessité évidemment des discussions. Valvital n'a pas été satisfait de la position que la ville avait prise, et nous nous sommes retrouvés devant un contentieux. Ce contentieux, il s'est clos il y a quelques semaines avec une décision de la Cour administrative d'appel de Lyon qui a donné raison à la ville de Divonne-les-Bains sur le motif de rupture du contrat de gestion par Valvital pour faute grave, c'est-à-dire insuffisance de gestion, insuffisance d'investissement et d'entretien du bâtiment. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la ville, parce qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir engager un autre type d'action envers Valvital, de manière à déterminer les préjudices que l'absence d'investissement par Valvital ont causé à la ville de Divonne-les-Bains. Pourquoi je reviens sur cet historique maintenant ? Parce que ça explique la raison pour laquelle la ville a repris, en octobre 2020, en régie la gestion de l'établissement thermal. À partir du 30 septembre 2020, nous avions 2 choix. Le premier choix, il était d'arrêter le fonctionnement des thermes à la fin de la date à laquelle nous avions décidé que le contrat de Valvital devait se finir. Cela signifie qu'au 30 septembre 2020, après une période Covid, nous aurions dû arrêter les cures du jour au lendemain et licencier une trentaine de personnes qui faisaient à cette période-là fonctionner l'ensemble de l'établissement thermal. Ça n'a pas été le choix de la collectivité, ça a été le choix de pouvoir poursuivre le fonctionnement et le fonctionnement des thermes, à la fois sur la cure thermale, à la fois sur l'esthétique, à la fois sur le fitness sec et à la fois sur les activités aquatiques.
Nous avons repris le bâtiment sans le connaître, en découvrant, j'allais dire, au fil des mois, le fonctionnement du bâtiment, les problématiques techniques du bâtiment, les difficultés de gestion de ce bâtiment. Quand je dis ça, je ne cherche pas spécialement à dédouaner l'action de la collectivité. Je dis ça simplement pour redonner le cadre et raconter aussi ce qu'il s'est passé depuis octobre 2020, parce que je ne suis pas certain que chacun d'entre vous le connaisse. Donc nous avons, à partir de octobre 2020, repris la gestion de l'établissement thermal et connu quelques difficultés, j'allais dire un certain nombre de difficultés en 2021 et en 2022. Des difficultés d'une part d'ordre technique, avec un équipement vieillissant, notamment dans les sous-sols, sur des questions de chauffage, sur des questions d'approvisionnement en eau. Monsieur Mercier y reviendra tout à l'heure. Et dernièrement, c'est ce qui a causé l'arrêt de l'activité aquatique en mai dernier, des sujets de bactéries qui ne nous permettaient pas d'assurer la sécurité sanitaire des clients et des personnes qui fréquentent l'établissement thermal. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'un établissement thermal, ce n'est pas un établissement que de bien-être. C'est un établissement médical et un établissement de santé où des personnes viennent pour faire des cures parce qu'ils sont atteints d'une pathologie qui nécessite un traitement spécifique. Les termes, comme on peut l'entendre aujourd'hui, c'est pas de la poésie, c'est pas un du curatif, c'est un traitement de fond dont les effets ont été montrés il y a déjà plusieurs années. Aujourd'hui, la situation, elle est assez claire, c'est que l'établissement thermal, pour reprendre ses activités, nécessite un investissement relativement important de la part de la collectivité. Un investissement qu'on estime à peu près à 1,3 million d'euros pour rénover, ou en tout cas améliorer le fonctionnement de l'établissement thermal, pour le faire, j'allais dire, redémarrer dans la partie aquatique, notamment, et dans la partie cure conventionnée, mais sans être certain que nous ne rencontrerons pas d'autres difficultés techniques qui nous obligeraient à arrêter à nouveau dans l'urgence le fonctionnement de l'établissement thermal, comme nous l'avons connu en 2021 et comme nous l'avons connu en 2022. C'est la raison pour laquelle le conseil municipal a pris la décision de suspendre l'ensemble des activités de l'établissement thermal à partir du 1er janvier de l'année prochaine sur l'ensemble des activités de l'établissement thermal. C'est à la fois les activités d'espace aquatique, les activités de fitness, les activités bien-être et les activités de soins. Nous sommes en train de travailler avec les 4 professionnels de santé qui sont dans l'établissement thermal pour leur permettre de pérenniser leur activité. Je pense qu'on devrait trouver des solutions avec eux pour leur permettre de continuer à vous recevoir, si vous êtes patient, mais en tout cas à accueillir du public dans l'établissement thermal. C'est d'ailleurs 4 professionnels de santé qui ont pu s'installer à Divonne-les-Bains avec le choix qui a été fait à l'époque d'utiliser des locaux qui n'étaient pas des locaux occupés dans l'établissement thermal et des professionnels de santé qui ont trouvé leur clientèle et leurs patients et qui pourront poursuivre sur l'année 2023 leur activité. Pour faire un point sur les questions budgétaires, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'investissement minimum pour que le centre thermal puisse réouvrir est d'environ 1,3 million d'euros, qu'on pourra vous détailler tout à l'heure. Et je le redis, ces investissements ne nous permettent pas de nous garantir que nous ne rencontrerons pas d'autres problèmes techniques durant cette réouverture. Et surtout, les travaux à réaliser sont des travaux qui ne permettraient pas l'ouverture du centre thermal avant, au mieux, le 1er juin 2023. Donc cela obérerait une partie de la saison thermale. Un autre élément financier sur l'activité, sur les dépenses liées au fonctionnement. Aujourd'hui, depuis la reprise du centre thermal par la ville, c'est environ 2,5 millions d'euros de fonctionnement qui ont été investis ou qui ont été fléchés
sur le fonctionnement des thermes. Pour faire simple, chaque année, une subvention de fonctionnement est votée au conseil municipal pour prendre une partie de l'argent du budget principal, pour le flécher, pour équilibrer le budget de l'établissement thermal. En gros, l'activité des thermes aujourd'hui n'est pas une activité rentable. Ni rentable sur l'aspect de la cure conventionnée, ni rentable sur l'aspect du fitness sec, du fitness aquatique ou de l'esthétique. Et aujourd'hui, ces 2,5 millions, ils servent à financer une partie d'une activité qu'on pourrait considérer comme être une partie d'une activité privée. Donc au final, la ville aura investi 2,5 millions en fonctionnement, mais également 500 000 euros d'investissements qui ont été réalisés entre octobre 2020 et septembre et l'année 2021 pour réaménager et améliorer l'accueil des curistes et des clients du centre thermal. Vous avez pu le voir en vous rendant à l'établissement thermal, et également réaliser des travaux, notamment les travaux de chaudière, pour reprendre une activité dans le centre thermal à partir du début de l'année 2022. Donc on voit que la gestion de l'établissement thermal a un impact sur les finances de la ville. Et cet impact, on voit qu'il n'est pas, j'allais dire, corrélé à une augmentation du nombre de curistes. Évidemment, depuis que nous avons repris l'établissement thermal, nous avons connu la période Covid, ou en tout cas les effets de la période Covid. Aujourd'hui, c'est environ 20 à 25% de curistes en moins au niveau national entre, j'allais dire, le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2022. Parce qu'il y a moins de curistes qui vont fréquenter les thermes à cause de la peur du Covid. Mais globalement, à Divonne-les-Bains, l'activité de la cure, elle diminue depuis les années 70. Pour vous donner quelques chiffres, en 1968, il y avait à peu près 6000 curistes à Divonne-les-Bains pour une ville de 3200 habitants à l'époque. En 2013, il y avait à peu près 1200 curistes. Et aujourd'hui, alors on va peut-être pas prendre l'année 2022 qui n'est pas une année significative, mais en tout cas avant le Covid, les thermes de Divonne accueillaient un peu plus de 1000 curistes par année. Et on accueillait 1000 curistes par année parce que nous avions à la fois la prescription psy sur le traitement des maladies psychosomatiques, mais surtout parce que nous avions obtenu la prescription rhumatologie qui a permis de faire encore venir des curistes à Divonne-les-Bains. Donc on voit que depuis maintenant quelques dizaines d'années, des questions se posent sur la place du thermalisme et du tourisme lié au thermalisme dans l'économie de la ville de Divonne-les-Bains. Quand je dis ça, je ne dis pas que le thermalisme est mort. Je ne dis pas que Divonne-les-Bains est une ville qui ne se rappellera plus Divonne-les-Bains. Je dis qu'au contraire, il y a aujourd'hui, à travers le projet qu'on va évoquer tout à l'heure, la possibilité de travailler différemment sur les propositions de produits proposés par un établissement thermal nouveau et adapté à des besoins actuels, notamment toutes les nouvelles cures qui peuvent être créées autour du traitement des maladies psychosomatiques et notamment celles en lien avec le Covid. Voilà pour les quelques éléments financiers que je pouvais vous indiquer. Je vais laisser maintenant la parole à Maxime Mercier de la société CAPA pour le bilan, j'allais dire, technique du bâtiment. Et puis, on poursuivra ensuite la présentation. Bonsoir à tous. Donc, je suis Maxime Mercier. Je fais une petite présentation rapide pour que vous puissiez savoir un petit peu de quelle autorité je peux définir les choses sur l'aspect eau thermale. Donc je suis de formation ingénieur, j'ai une spécialité en eau minérale naturelle et malgré mon jeune âge, cela fait maintenant 10 ans que je travaille en établissement thermal. Je travaille pour également l'eau minérale à défi d'embouteillage et je navigue dans quasiment toutes les stations thermales de France pour faire les travaux relatifs notamment à l'aspect sanitaire. Je vais tout de suite embrayer sur le sujet de la soirée, qui est donc le devenir de l'établissement thermal de Divonne. Il faut bien qu'on ait en tête, et je rebondis sur ce qu'a dit Monsieur Scatolin, il y a une notion
qui est fondamental pour l'eau minérale naturelle, c'est un médicament. Et ça, quand on a bien compris ça, ça vous donne le schéma dans votre tête de un médicament, on ne peut pas juste l'envoyer dans un tuyau et ça suivra son destin comme ça. Ce n'est plus possible. La réglementation relative aux eaux minérales naturelles en France est draconienne. Il y a droit à zéro, que ce soit de la flore, que ce soit des bactéries type Legionella ou Pseudomonas aeruginosa, c'est zéro. À la différence, par exemple, de l'eau chaude sanitaire, peut-être que certains d'entre vous connaissent ce terme, donc c'est l'eau que vous avez dans les différents établissements recevant du public. Là, vous avez droit à des colonisations de réseaux à différents seuils qui sont réglementés. La réglementation sur l'eau minérale naturelle, c'est zéro. Ça s'explique par le fait que les établissements thermaux, par leur nature, reçoivent des gens qui sont immunodéprimés. Donc, on va bien évidemment éviter de faire baigner des gens ou leur donner des soins qui seraient susceptibles de les rendre plus malades en sortie qu'à en rentrer dans la cuve. Pour faire cela, nous avons besoin aujourd'hui d'éléments techniques et technologiques supérieurs à ce qu'il y avait autrefois. La réglementation de 2000, elle n'a pas évolué, elle est même plus ou moins renforcée ces dernières années. Différents arrêtés jusqu'en 2019 ont justement encadré encore un peu plus ces définitions-là. Mais il faut bien imaginer que les laboratoires et les équipements qui sont à la disposition des laboratoires permettent de chercher encore plus loin dans une goutte d'eau. Autrefois même, les quantifications sur les légionnelles, elles sont passées de plusieurs logarithmes inférieurement d'année en année. Aujourd'hui, dans une goutte d'eau, on peut aller chercher beaucoup plus loin. Tout cela pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'aujourd'hui, le forage que vous avez, qui est le forage Harmonie, qui permet de distribuer l'eau minérale naturelle vers l'établissement thermal, il va bien, hein, je vais vous rassurer tout de suite, je ne vais pas vous dire que le forage Harmonie est contaminé, hein, c'est pas le propos. Mais par contre, aujourd'hui, les équipements qui sont présents à l'intérieur, il faudra s'interroger sur l'avenir parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus continuer à le faire fonctionner en l'état. Ça, c'est sûr, c'est une certitude. C'est le cœur du réacteur, c'est ce qu'on vous a écrit. Pour le maintenir au niveau de sécurité optimum, il faudra, quoi qu'il arrive, pouvoir travailler dessus et faire des opérations techniques que nous ne pouvons pas aujourd'hui faire parce que aujourd'hui ça n'existe pas. Aujourd'hui, on n'a pas mis en place ce genre d'équipement-là et on est obligé maintenant, on ne peut plus reculer. Il faut falloir mettre de l'argent et mettre du temps et former aussi des techniciens pour pouvoir exploiter de manière correcte le forage. Vous avez également, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que vous connaissez tous parfaitement comment chemine l'eau minérale naturelle au travers de votre ville, mais vous avez un énorme réseau de transport qui circule, qui chemine le long de la ville et qui va se déverser dans un réservoir qui est situé au golfe de la ville. Ce réseau, il est énorme. Il date des années 90, au moment de la création de l'ouvrage. Et s'il était suffisant dans ces années-là, jusqu'à peut-être même récemment, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'est pas prouvé que ce réseau-là soit une source de problème quelconque. Mais pour autant, ce qui est vrai, c'est qu'il est innettoyable, inlavable. Aujourd'hui, en 2022, on ne peut pas continuer à exploiter un réseau qui fait 4 km, qui est si gros, si imposant, et sans courir un risque sanitaire. C'est impossible. Vous ne trouverez personne qui vous garantit quoi que ce soit d'un point de vue de garantie sanitaire ou de sûreté sanitaire sur cet équipement-là. C'est tout bonnement impossible. Parce qu'on ne peut pas le nettoyer, on ne peut pas le laver, sa construction même est faite comme cela. C'est impossible. Donc le réservoir du Golfe, c'est également un ouvrage qui est monstrueux. C'est un ouvrage qui a été construit, pareil, dans les années 90, et il est calqué sur un modèle. Et là, ça va faire rebondir sur ce que je vous ai dit en préambule. Il est construit sur un modèle d'adduction d'eau potable. Or, on travaille avec un médicament.
les temps de séjour de l'eau minérale naturelle à des fins thérapeutiques et les temps de séjour dans un réservoir d'eau potable, c'est le jour et la nuit. C'est comparer le chaud et le froid. C'est exactement la même chose. On doit circuler dans un réseau d'eau minérale naturelle le plus rapidement possible. Donc avoir des stockages monstrueux, stagnants, toute une journée, parce que c'est le cas aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir par contre un forage qui lui donne de l'eau, mais de l'autre côté, ça tire pas plus que ça. Entre les deux, vous avez des forages, des stockages, et ces stockages-là, eh bien, ils sont tellement énormes que, en fait, l'eau circule pas à l'intérieur. Donc, vous avez un risque fort de développement bactérien à l'intérieur même des stockages. Imaginons, vous avez la même chose sur votre réseau de transport qui est énorme. La moindre faille que vous allez avoir, la moindre petite fuite, parce qu'on parle d'un réseau, vous connaissez la ville mieux que moi, qui passe sous la route. Qui voit à travers la route pour savoir si dans un coude, dans une moindre petite niche, une petite aspérité que vous allez avoir sur ce réseau, une bactérie va pas pouvoir s'installer et se développer tranquillement parce que elle a tout le loisir, le temps, là, de l'espace, tout ce qui va bien pour pouvoir coloniser son milieu et se développer finalement. C'est le sens même de la vie. Et ensuite aller, pourquoi pas contaminer ce réservoir du Golfe qui lui est tellement aussi monstrueux que pour le nettoyer, les risques pris par le personnel pour nettoyer ce genre d'ouvrage-là, c'est inconsidéré de faire ça. Enfin, on peut pas le faire, clairement. Donc, ils sont beaucoup trop gros et en plus de ça, ils sont très difficiles de nettoyage. Ensuite, vous circulez du stockage du Golfe jusqu'au stockage de l'eau des thermes, donc qui est présent dans l'établissement thermal, parce que bien entendu, on a un énorme stockage au Golfe et puis on en a fait un énorme en bas. Tant qu'à faire, autant ne pas se priver. Donc, même problématique, si ce n'est que celui-là, en plus de ça, il a eu des problèmes de construction, mais ça, c'est un autre sujet. Mais pareil, en fait, même punition, très, très difficile à nettoyer, très contraignant, défaut d'étanchéité, développement bactérien, à coup sûr. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, adduction d'eau thermale au sein de l'établissement thermal. Maintenant, quand on est à l'intérieur de l'établissement thermal, on pourrait imaginer que, admettons, on n'est pas sûr que tout ce qui arrive dans l'établissement thermal, ça soit clean, mais bon, peu importe. Il faut savoir que vous n'avez pas le droit de traiter l'eau minérale naturelle dans le cadre de la dispense de cure thermale. C'est interdit. On n'a ni le droit d'utiliser des réacteurs UV, pour ceux qui s'y connaissent un peu, ni le droit d'injecter des produits. Ce qui fait que si vous avez une bactérie qui arrive à un moment le matin, peu importe, on s'en fiche, qui a le temps de se développer, tous les gens qui sont passés dans l'établissement thermal sont à risque. Tout le monde. Que ce soit les curistes, que ce soit le personnel, que ce soit les gens qui font du sport par les systèmes de ventilation, tout le monde est à risque dans un établissement comme ça. Tous les procédés, et quand bien même, tous les réseaux et tous les procédés qui sont à l'intérieur de l'établissement thermal sont maintenant obsolètes. Et je sais même pas vous dire qu'est-ce qui fonctionne. Ça marche bon an, mal an. Mais vous avez, là, vous voyez les photos, elles illustrent. Ça, c'est un réseau à gauche. C'est un réseau en inox. Donc ça, c'est très bien, hein, l'inox. Mais le problème, c'est que ça fuit de partout et que vous avez des dépôts, vous avez plein de choses et à l'intérieur on n'a pas jugé, pour pas effrayer tout le monde, utile de mettre des photos de ce qui se passe à l'intérieur des tuyaux, mais vous avez des dépôts, c'est incroyable. Vous avez également de la corrosion qui s'est faite parce que les locaux étaient plus ventilés, parce que tout un tas de raisons de maintenance qui n'a pas certainement pu être réalisé. Je jette la pierre à personne, je fais qu'un constat d'état. Hein. Vous voyez à droite, c'est la photo d'un échangeur à plaques. Le bâti qui est en acier, il est mangé en fait. J'ai pas osé éternuer à côté. J'avais peur de le prendre sur les pieds. Donc vous voyez un petit peu le type d'équipement que l'on a dans l'établissement. Et ça, ce sont des équipements, pensez bien, où un médicament circule à l'intérieur. Voilà. Vous avez ensuite, sur la slide d'après, parce que bon, là on vient de parler de la dispense des soins thermaux, mais vous avez également tout ce qui va avec. Quand vous allez vous baigner ou quand vous prenez des soins, vous avez besoin d'avoir quand même le chauffage qui fonctionne avec un réseau de douche, avec tout ce qui va autour, en fait, qui gravite autour de la cure thermale, au-delà du fait que le produit phare, c'est bien sûr la cure, mais le bien-être autour, c'est très important. Et là, vous voyez,
il y a quand même moyen d'attraper un sacré rhume en allant faire sa cure dans l'établissement thermal. Le chauffage, en fait, il n'y a plus de chauffage. Voilà, c'est pas la peine d'en parler. Le chauffage, il marche plus. C'est le chauffage, vous ouvrez une vanne, il coule par terre. Voilà. Et la ventilation, et voilà. Vous avez des équipements ici de ventilation. Donc vous avez 3 caissons de centrales de traitement d'air. Voilà, dans l'état qu'elles sont. Je pense que les photos sont plus explicites que mes mots. C'est complètement corrodé, hors service. Ça ne fonctionnera plus. Il faut le remplacer. Tout ça pour vous dire, c'est un bien triste tableau. J'ai participé, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Scatolin, j'ai réalisé 2 diagnostics. Il y a eu un autre bureau d'études qui est intervenu sur la partie chauffage, ventilation également, et sur l'électricité. Il y a tout un tas d'autres. Vous avez aussi, il y a le bâtiment en lui-même également. On n'a pas parlé. Il y a la toiture qui fuit. Enfin, bon, c'est un peu le musée des horreurs. Mais vous avez malheureusement cet ouvrage aujourd'hui, si vous voulez, le risque sanitaire, il est trop important. Personne ne saura garantir qu'on est capable de trimballer de l'eau conforme sanitairement du point A, qui est le forage, au point B, qui est un poste de soins. Ça, c'est une certitude. Personne ne vous le fera, c'est impossible. Et également, tout ce qui gravite autour, là, c'est clairement un manque d'entretien. Pour quelle raison, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, on en est là. Et ça fait partie, tous ces éléments-là, de l'objet de la réunion de ce soir. Parce que je pense qu'effectivement, monsieur le maire a raison de porter à votre connaissance l'état des infrastructures de l'établissement thermal. Je vous laisse la parole. Bonsoir à... Bon, ça fonctionne, ouais. Bonsoir à toutes et à toutes. Donc moi, je vais vous faire un point sur la situation du personnel, puisque dans ce dossier, il y a une dimension économique, mais il y a aussi une dimension liée au personnel. Et vous dire que voilà, quand on a repris l'établissement thermal il y a maintenant 2 ans, voilà, donc on avait une équipe qui avait connu pour une grande partie la société Vatvital, et du jour au lendemain donc est passée sous une gestion, on va dire, de la commune. Et je tenais vraiment à les remercier pour leur implication, leur professionnalisme et leur implication du quotidien, parce que les agents ont fait preuve de beaucoup d'adaptation. Ils ont connu la crise Covid, ils ont connu les difficultés liées au dysfonctionnement technique, et je crois qu'ils ont toujours gardé le sourire pour mieux vous accueillir, et je tenais vraiment à les remercier au nom de la commune, mais aussi, je suppose, en votre nom. Alors aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes ? Donc nous avons aujourd'hui donc 13 agents qui sont employés en contrat à durée indéterminée. Donc nous avions, pour faire fonctionner l'établissement thermal, besoin d'environ 15 saisonniers. Donc au total, quand l'équipement fonctionnait, on va dire d'une manière normale, c'était environ 30 agents qui étaient présents. Donc là, effectivement, à partir du 1er janvier, donc on va être engagé dans une phase de licenciement des agents. Bien sûr, c'est pas de gaieté de cœur, mais c'est la situation qu'il le veut. Donc tout le personnel a été reçu par la direction générale. Des entretiens individuels ont déjà eu lieu pour voir si, eh bien, effectivement, dans la collectivité, il pouvait y avoir des postes qui pouvaient être proposés aux agents en fonction de leurs compétences, mais aussi en fonction de leurs envies et de leur évolution professionnelle. Il y a déjà 2 personnes qui sont effectivement peut-être intéressées pour des postes en mairie. Pour ceux qui ne trouveraient pas de poste au sein de notre collectivité, il est bien évident que nous allons les accompagner dans un suivi pour voir effectivement comment nous, en tant que collectivité, en tant qu'employeur, eh bien, on peut assurer une reconversion qui soit la plus adéquate avec en fonction de leur situation personnelle. Voilà.
Je crois que tous les agents ont été effectivement reçus, on les a écoutés et voilà, je voulais vraiment les rassurer. Ils sont nombreux ce soir à être présents. On comprend leurs difficultés, leurs détresses, leurs angoisses. Voilà, c'était leur outil de travail. Pour certains d'entre eux, surtout d'entre elles, ils étaient là depuis plus de 20 ans. Ils ont vécu des moments intenses, des moments de joie, des moments aussi de déception dans cet établissement. Mais voilà, je voulais aujourd'hui affirmer que chacun serait écouté et accompagné comme il se doit. Sur la suite, j'allais dire maintenant que le constat et la décision vous a été expliqué, ou en tout cas on a pu commencer à vous l'expliquer, quel est notre objectif? C'est le même depuis que nous avons repris les termes en régie. C'est de trouver un investisseur et un partenaire privé qui nous accompagne dans un nouveau projet d'établissement thermal qui aura 3 objectifs. Le premier, c'est d'avoir un équipement rénové, adapté, pour augmenter le nombre de curistes conventionnés. Je l'ai évoqué tout à l'heure, on a une baisse du nombre de curistes aujourd'hui qui est liée à de multiples raisons, mais aussi parce que l'établissement de soins n'est aujourd'hui peut-être plus au standard ou n'offre pas autant de services, n'a pas les plateaux techniques nécessaires pour accueillir les curistes dans de bonnes conditions. Donc il faudra que le futur gestionnaire, le nouveau partenaire, puisse remplir ce premier objectif. Le deuxième, c'est de développer un écosystème médical autour des thermes. Aujourd'hui, nous rencontrons un certain nombre de difficultés pour attirer des psychiatres, pour attirer des rhumatologues, pour attirer des kinés, pour attirer des professionnels de santé qui font fonctionner l'établissement thermal. Je le cite régulièrement, cet exemple. Aujourd'hui, nous avions trouvé un gastro-entérologue qui suivait des curistes qui venaient de se faire soigner pour des maladies psychosomatiques et pour de la rhumatologie. Très clairement, ça ne donne pas l'image de sérieux à un établissement thermal. Et nous n'avons pas pris le gastro-entérologue par simplicité. Nous l'avons recruté parce que c'était le seul médecin qui était disponible et qui avait accepté de venir ici à Divonne-les-Bains. Et des exemples comme cela, les agents des thermes pourraient vous en parler bien mieux que moi et vous en citer beaucoup d'autres. Donc le défi et l'objectif du partenaire, ça sera également de venir à Divonne-les-Bains pour réhabiliter l'ensemble des bâtiments thermaux, mais également l'ensemble du bâtiment thermal, mais également de pouvoir venir avec du personnel qui passe fonctionner l'établissement. Et en fait, le troisième point, c'est le développement, le troisième objectif, le développement d'un spa thermal de qualité, avec l'utilisation de l'eau thermale, avec des propositions d'infrastructures nouvelles et qui correspondent aux attentes des futurs clients. Donc ces 3 objectifs sont ceux que nous avions déjà évoqués lors de la reprise en régie des thermes. Nous avions prévu normalement d'avoir trouvé un partenaire privé pour la fin de cette année, mais l'implication de la collectivité, l'implication technique de la collectivité s'est concentrée sur la résolution des problèmes techniques et la gestion quotidienne du centre thermal. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a pris du retard sur la recherche, ou en tout cas sur le nouveau partenaire qu'on est en train de trouver. Et on a aujourd'hui toute notre énergie qui va pouvoir aussi se faire, et en tout cas être, ciblée sur la recherche d'un nouveau partenaire et d'une nouvelle entreprise. On a déjà, à ce jour, des contacts avec des repreneurs potentiels, parce que le site de Divonne-les-Bains intéresse des grands groupes d'établissements, gestionnaires d'établissements de termes, des groupes qui ne sont pas implantés dans la région et des groupes qui veulent aussi être au bénéfice d'une prescription, les maladies psychosomatiques, qui aujourd'hui ne font pas partie d'établissements de termes qui sont gérés par ces différents groupes. Donc nous avons une opération de sourcing, d'intérêt
de ces différents groupes, des entretiens que nous avons déjà eus avec un groupe, que nous aurons avec 2 autres groupes d'ici à la fin de l'année, pour voir aussi quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs visions du thermalisme dans notre ville de Divonne-les-Bains. Et ensuite, notre objectif sera de lancer une consultation pour trouver ce partenaire au début de l'année prochaine et de pouvoir contractualiser avec le partenaire à la fin de l'année 2023 avec l'objectif de pouvoir réouvrir l'établissement thermal le plus tôt possible. Aujourd'hui, la forme juridique, elle n'est pas encore calée sur la consultation que nous allons mener. Les attendus, ou en tout cas le cahier des charges n'est pas finalisé parce qu'il est aussi nourri par les attentes des futurs gestionnaires d'établissements thermales. L'objectif, il n'est pas de se retrouver avec un projet ou avec une consultation lancée pour un projet qui ne serait pas adapté, ou un projet pour lequel nous ne trouverions pas de partenaires intéressés, ou pire, que les partenaires que nous trouverions demandent à la collectivité un investissement important et une participation au projet. On l'a vécu à un autre moment, sur un autre projet qui était peut-être à une dimension trop large, quand il s'était agi d'imaginer le déplacement des thermes à proximité de la piscine, et le projet a été arrêté parce qu'il coûtait trop cher à la ville, car chaque année, nous devions participer à hauteur de 2 millions d'euros aux dépenses d'investissement de ce projet. Donc, il est aujourd'hui nécessaire pour nous de proposer un projet qui soit un projet équilibré financièrement et qui corresponde aux attentes à la fois des Divonnais, aux attentes des curistes et qui positionne Divonne-les-Bains comme la ville thermale de référence dans l'espace du Grand Genève, dans le département de l'Ain et plus globalement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je profite aussi d'aborder 2 sujets importants. Le premier, c'est l'accès à l'eau. Vous vivez aujourd'hui des difficultés pour accéder à l'eau minérale de Divonne-les-Bains. Je m'étais engagé il y a quelques temps à mettre en place un premier point qui était la protection de la source et de l'eau minérale à travers une déclaration d'intérêt public. Cette déclaration d'intérêt public, les travaux se sont engagés au sein des services de la collectivité, notamment pour définir ce qui relève du périmètre et des mesures de protection qui pourraient être imposées à toute personne qui construirait tout développement d'activité. Nous avons aussi, dans ce périmètre, mis en avant que plusieurs communes du territoire du Pays de Gex seraient concernées par cette protection, notamment les communes de Gex, de Grilly et de Vezancy, qui sont des communes sur lesquelles il peut y avoir une incidence sur la nappe. Et nous rencontrons la semaine prochaine l'Agence régionale de santé pour lui présenter ces éléments de mesures de protection et de périmètre, et ensuite lancer l'ensemble de la procédure. Et le deuxième sujet, c'est l'accès à l'eau minérale. Beaucoup d'entre vous allaient chercher leur eau, l'eau de Divonne-les-Bains, au terme, pendant que c'était encore possible de le faire jusqu'en mai 2022. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure d'apporter une réponse à l'accès à l'eau minérale à court terme. L'idée, c'est celle que j'avais présentée, évoquée déjà à plusieurs reprises, et d'avoir une buvette publique, un lieu où on peut s'approvisionner en eau minérale à proximité des thermes, et ça fera partie du nouveau projet d'établissement thermal. Mon idée, ça serait que ça soit proche de la Villa Roland, à proximité du quartier thermal que nous sommes en train de recréer avec un quartier thermal où on peut également trouver des soins, c'est la présence de la maison de santé. Mais entre maintenant et la réouverture d'un centre thermal, il va se passer quelques mois. Donc nous sommes en train de regarder comment il est possible, sur un autre site, de pouvoir vous permettre d'accéder à l'eau minérale sans mettre en péril notre ressource. Donc des études de site sont en train d'être menées et nous allons également rencontrer l'Agence régionale de santé à ce sujet parce qu'il va s'agir d'essayer d'obtenir des autorisations pour pouvoir mettre un nouveau point de collecte de l'eau minérale. Nous espérons y arriver rapidement de manière à pouvoir offrir aux Divonnais à nouveau l'accès à leur eau, à l'eau de Divonne-les-Bains.
sur les hébergeurs, du coup, maintenant. C'est à moi. Donc, nous avons rencontré avec l'Office de tourisme à 2 reprises. On a organisé une rencontre en physique et une rencontre en présentiel il y a une dizaine de jours, donc pour annoncer aux hébergeurs. Donc, il y a 40 hébergeurs qui sont recensés à Divonne, dont 29 meublés de tourisme saisonnier qui, pour la plupart, effectivement, vivent des curistes, pour leur annoncer la décision donc de suspendre l'activité thermale à compter du 1er janvier 2023. Donc, lors de cette réunion, nous vous avons expliqué, parce que certains d'entre vous sont dans la salle, que l'Office de tourisme allait être là pour les accompagner, pour les soutenir dans la recherche de nouvelles clientèles, de nouvelles cibles. On voit qu'on a beaucoup de demandes qui ne peuvent pas être satisfaites pour des clientèles professionnelles ou des clientèles d'affaires, que l'Office de tourisme sera là aussi pour les aider dans le cadre d'une montée en gamme ou d'une professionnalisation. Il y a aussi des aides qui existent si des travaux aussi sont envisagés pour certains meublés. Hier soir, nous avions le comité de direction de l'Office de tourisme et nous avons pris la décision de rabaisser le niveau de cotisation des hébergeurs et notamment des meublés. Donc la cotisation qui était fixée à 160 € sera de 120 € pour 2023. Voilà. C'est surtout, je pense, les meublés qui sont concernés par cette crainte en fait de ne plus avoir de curistes. Moi, je veux leur dire qu'il faut qu'ils franchissent aussi la porte de l'Office de tourisme, qu'on est là vraiment pour engager un dialogue, pour les accompagner dans la recherche de clientèle. Ça peut être aussi des emplois saisonniers. On en a parlé au syndicat mixte des Montjura qui a des difficultés pour loger aussi ses employés. Donc voilà, on va travailler avec vous sur des nouvelles sources de clients et je pense qu'il y en aura sans aucune difficulté. Après, effectivement, il y a des problèmes fiscaux qui se posent, mais ça, on en discutera certainement d'une manière individuelle. Je crois qu'on arrive au terme de notre présentation. L'idée, c'est maintenant de pouvoir répondre à vos questions. Juste sur plusieurs points pour conclure. Notre investissement, il est entier sur la recherche d'un nouveau partenaire privé pour retrouver un gestionnaire d'établissement thermal, mais surtout un nouveau partenaire pour porter le renouveau du thermalisme à Divonne-les-Bains. Aujourd'hui, ce n'est pas la mort du thermalisme, comme je l'ai pu entendre, ce n'est pas la fin du Divonne-les-Bains, du nom de la ville. La ville continuera à s'appeler Divonne-les-Bains. Aujourd'hui, c'est une période difficile pour la ville, parce qu'un choix a dû être fait par rapport à la gestion d'un équipement qui est un équipement important de la ville. Mais de ce problème, il faut aussi en faire une force et se dire que demain, nous allons pouvoir trouver un partenaire qui va pouvoir investir durablement et pouvoir porter la politique thermale et la politique touristique de la ville en complément d'autres projets que peut porter la ville ou en complément de l'action de l'Office de tourisme. Divonne-les-Bains reste toujours une ville positionnée auprès des acteurs du thermalisme. Véronique pourra en parler mieux que moi en tant que vice-présidente de la Fédération des villes thermales de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La ville de Divonne-les-Bains, le cas qu'on connaît aujourd'hui, nous permet, ou en tout cas fait en sorte qu'on est relativement accompagné par cette fédération qui nous accompagne, qui nous montre et qui nous indique que Divonne-les-Bains a sa carte à jouer dans le thermalisme de demain. Aujourd'hui, le thermalisme de demain n'est pas le thermalisme que nous avons connu. On doit l'imaginer différemment. Aujourd'hui, on parle de parcours de soins. Aujourd'hui, on parle de santé. Aujourd'hui, on parle du thermalisme comme d'une activité qui s'inscrit dans un tourisme 4 saisons, un tourisme plus global au sein d'une destination. Et c'est ce à quoi nous devons travailler ici avec les sociopros. Et c'est ce à quoi nous devons travailler avec le futur partenaire que nous choisirons. Et enfin, le dernier point, c'est un point lié à l'actualité, celui de l'augmentation du prix de l'énergie et de notre nécessité à être sobre
dans la conception de nos nouveaux projets. Et évidemment, le centre thermal est un centre thermal ancien qui, en termes de consommation énergétique, n'est pas aux normes actuelles. Et l'enjeu du repreneur, du futur partenaire, de notre nouveau projet, ce sera de faire de ce bâtiment un bâtiment exemplaire aussi, au niveau énergétique, au niveau de l'isolation, au niveau de l'utilisation de l'énergie. Très clairement, aujourd'hui, on a de l'eau froide qu'on chauffe et qu'on pourrait réutiliser pour chauffer une partie du bâtiment. C'est un réseau de chaleur qui pourrait se mettre en place. Donc c'est ces sujets-là qu'on va aussi mettre dans le cahier des charges avec le futur opérateur pour faire en sorte que le bâtiment de demain soit un bâtiment adapté pour les années qui viennent. Voilà en quelques mots ce que je voulais évoquer et ce que nous voulons vous présenter ce soir. Maintenant, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Donc, qui commence? Un micro va circuler. Vous voulez, madame au premier rang. Je vous laisse du coup vous présenter. Voilà, je m'appelle Anne-Marie Montandon, je suis membre de Valvital depuis 13 ans, depuis 2009. Évidemment, le centre aujourd'hui est tombé en ruine. Donc ma première question, c'est que est-ce que vous croyez vraiment trouver quelqu'un qui veut reprendre les termes dans cet état-là, ou est-ce que vous espérez au fond de vous que le bâtiment soit rasé et reconstruit complètement? Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question étant donc toujours membre et puis on est sous contrat jusqu'à la fin de l'année. On constate qu'actuellement, il y a moins de cours parce qu'il n'y a pas assez de profs. Les responsables n'ont pas eu le droit d'engager, par exemple, un troisième prof de fitness. Donc, il n'y a plus de cours le week-end depuis un moment déjà, malheureusement. Et à part ça, on a des cours dans le froid puisqu'il n'y a pas de chauffage. Donc, on est sous contrat, mais c'est quand même pas un contrat au rabais. Jusqu'à la fin de l'année, moi et d'autres membres, on estime quand même que les conditions doivent être acceptables pour faire ces quelques cours qu'on nous propose encore. Voilà pour les premières questions. Merci. Du coup, ça me permet de répondre sur les deux points. Le premier, sur le bâtiment. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas vous dire si le futur repreneur va rénover le bâtiment dans sa forme actuelle, va le détruire partiellement pour le reconstruire, va le raser totalement pour le reconstruire. Est-ce qu'il va y avoir un étage, une excroissance? Je ne sais pas parce que je ne connais pas le projet. Ce que je sais, c'est que je souhaite que le nouvel établissement thermal soit sur le site de l'établissement thermal actuel. Et je l'ai évoqué tout à l'heure dans l'approche sobre que nous essayons d'avoir, c'est qu'il faut essayer de réutiliser au maximum les bâtiments qui sont déjà avec un usage. Et les termes sont avec un usage. Donc ça sera vraiment le projet qui nous permettra de savoir si on va garder ou pas garder le bâtiment tel qu'il est aujourd'hui ou s'il va connaître des modifications. Sur le chauffage, il y a un problème technique qui est en cours de résolution. Je suis passé au terme ce matin. J'ai rencontré l'entreprise qui est intervenue. Je pense que d'ici quelques jours, on devrait avoir résolu le problème du chauffage pour vous permettre d'avoir vos cours dans de bonnes conditions et permettre aussi au personnel des termes, et je rejoins ce qu'a dit Véronique, le personnel des termes qui aujourd'hui travaille dans des conditions difficiles parce que la température est très basse à cause de ce problème technique sur le chauffage. Et ensuite, sur les profs de fitness, aujourd'hui, j'ai appris qu'il y avait des cours qui avaient été suspendus parce qu'il y avait une absence de professeurs. La consigne qui a été donnée aux équipes de la ville, c'est pas de supprimer maintenant les embauches. Si on peut contractualiser avec un professeur pour venir sur des horaires précis, assurer des cours, vous avez payé un abonnement, on essaiera de le faire au moins jusqu'au 31 décembre. Voilà. On pourrait s'imaginer qu'il y a à nouveau des cours le week-end, donc. S'il y a du monde. Après, il faut trouver un intervenant. Voilà, c'est ça. Oui. S'il y a un professeur, Fanny, elle a le droit d'engager une troisième personne. Alors, il y a soit des embauches, soit de la contractualisation qui peut se faire avec des professeurs qui ont des contrats particuliers. Voilà. Bon, c'est très bien. Ouais.
Bonsoir, Stéphanie Rapoport, présidente de Stop Embouteillage. Petit rappel, notre association est non partisane et nous œuvrons depuis 2019 pour la préservation et la protection de l'eau minérale de Divonne. Alors évidemment, voilà, Monsieur Mercier a parlé du fait que l'eau minérale était très importante et très liée à notre sujet, puisque depuis la fin des années 80, elle alimente les thermes. Alors j'avais 2 questions pour vous, Monsieur le maire, à propos de cette ressource importante que nous devons préserver. L'une d'elles était sur la protection des eaux minérales, la DIP et puis la délimitation des périmètres de protection. Donc je suis ravie d'entendre que ça a bien avancé parce qu'on attendait des informations. Donc vous allez bientôt, d'après ce que je comprends, pouvoir communiquer sur ces périmètres de protection qui pourront protéger cette ressource qui aujourd'hui est un peu vulnérable. Alors j'avais 2 questions. La première, c'était est-ce que l'installation de déchets inertes sur Vezancy pourrait être remise en cause si les périmètres de protection confirment ce que les rapports du BRGM ont montré, c'est-à-dire que cette installation de stockage est située sur l'aire d'alimentation de l'eau minérale, c'est-à-dire que quand il pleut, l'eau ruisselle et est susceptible d'alimenter la nappe de l'eau minérale, sachant que les études d'impact n'ont pas du tout pris en compte l'eau minérale, puisque les périmètres de protection n'étaient pas définis, donc elle n'existait pas aux yeux de la préfète qui a donné l'autorisation. Donc ça, c'était ma première question. Et la préfète dit bien qu'il y a une tolérance sur les hydrocarbures, les produits chimiques, etc. Je suis pas sûre que si l'eau minérale avait été mentionnée dans l'étude d'impact, je ne suis pas sûre que la préfète aurait donné l'autorisation de cette ISDI. Donc ça, c'était ma première question. Et la deuxième, on aimerait bien à Stop Embouteillage avoir juste la confirmation que l'eau minérale à sa source, donc au niveau des forages, est toujours une eau pure. Et on aimerait avoir accès au dernier relevé d'analyse effectué par la société Carso, qui contrôle régulièrement l'eau minérale. Nous l'avons demandé par mail au mois de mai dernier. On n'a pas eu de réponse. Nous l'avons redemandé par lettre recommandée en septembre. Donc depuis 2 mois, nous n'avons pas de réponse. Je vous remercie d'apporter des éclaircissements sur ces 2 points. Parfait. Sur la question de l'ISDI, je ne vois plus Madame Rapoport, pardon. Sur la question de l'ISDI et des études d'impact, l'ISDI, c'est l'installation de stockage pour les déchets inertes. Les déchets inertes, en fait, c'est des remblais qui ont été traités, qui sont inertes normalement, et qui sont déposés dans des carrières et qui permettent de remblayer des carrières. Dans une région qui construisait beaucoup, la question du traitement des déchets inertes est un vrai sujet, notamment pour accompagner la construction sur l'ensemble du territoire du Pays de Gex. Pas spécifiquement de Divonne, mais de l'ensemble du Pays de Gex. Nous avions, je crois que le conseil municipal s'était saisi aussi de cette question, notamment dans l'avis qu'il avait rendu sur la mise en place de l'ISDI, avec une recommandation qui avait été transmise à la préfète, par rapport à la question de la ressource, en tout cas du périmètre de la ressource. Et nous lui avions, je crois, signifié le travail qui était engagé sur le périmètre de la DIP. Donc, ce que vous venez de m'indiquer sur la prise en compte, ou la non prise en compte, en tout cas dans l'étude d'impact, montre l'intérêt maintenant d'accélérer sur la DIP et la protection de notre ressource. Mais à partir du moment où une autorisation est donnée par les services de l'État, soit la commune peut faire recours sur cette autorisation si elle l'estime utile et si elle estime aussi pouvoir intervenir et contrevenir à cette autorisation avec des arguments juridiques, soit s'assurer que les déchets qui sont déposés en fait sont bien et que ça soit contrôlé, sont bien des déchets inertes qui ne contreviennent pas aux ressources de la nappe. Sur la question de la protection, l'ensemble des données sont disponibles par rapport au Carso de manière publique sur les prélèvements qui sont réalisés auprès des eaux minérales, ou en tout cas à la sortie du forage. Mais on pourra vous transmettre l'ensemble des références pour trouver ces données et puis vous fournir les dernières études qui sont faites aujourd'hui, parce qu'on contrôle assez régulièrement l'eau minérale de la ville, plus que régulièrement. En fait, on est tenu par des délais,
pour s'assurer que nous n'avons pas de problème dans nos forages. Et c'est d'ailleurs, ça avait été en mai 2022 une de nos inquiétudes, de savoir si c'était l'eau du forage qui rencontrait un problème bactériologique ou si la difficulté se situait au niveau des réservoirs de stockage de l'eau minérale qui approvisionnaient l'établissement thermal et le problème était au niveau des stockages. Il y a une question juste devant. À propos de ce bail amphithéotique que vous aviez avec Valvital, j'aimerais savoir en quoi consiste un bail amphithéotique. Bon, je sais que ça dure un certain temps, mais est-ce que vous avez par exemple un droit de regard sur l'entretien? Parce que à voir les photos, là, je me demande, à écouter monsieur là, qui nous a fait un tableau assez intéressant, on se demande pourquoi il n'y a pas eu de mort. Entre parenthèses, vous avez peut-être forcé un petit peu, là. Là, vous avez peut-être été un petit peu loin dans la description. Donc, tous ces locaux, ces fuites, est-ce que c'était Valvital le responsable ou est-ce que vous aviez quand même, en tant que bailleur, un droit de regard sur toutes ces installations? Alors, le BEA, le bail amphithéotique, il y a des contrats, c'est contractuel avec un privé. Dans ce cas présent, donc oui, il y avait un droit de regard sur le bâtiment. Mais pas aussi poussé ce droit de regard que dans le cadre d'une délégation de service public qui nécessite chaque année la remise d'un rapport, une visite, etc. Donc très clairement, ce type de contrat n'a pas suffisamment protégé la ville. Mais c'est un contrat sur le long terme qui permettait de faire des investissements. Et deuxièmement, l'ensemble des contrôles n'a peut-être pas été fait suffisamment de manière poussée tout le temps pour s'assurer que Valvital puisse réaliser ce contrat. Et c'est d'ailleurs les contrôles qu'on a réalisés qui nous ont permis, avant les années 2018, je crois, de pouvoir commencer à constater qu'il y avait des défaillances de la part de Valvital dans les investissements. Et on a commencé à constituer aussi un dossier à partir de ce moment-là pour pouvoir déposer, ou en tout cas rompre le contrat pour faute grave, et puis aujourd'hui pouvoir avoir fourni des éléments dans le cadre de notre défense qui nous a permis de gagner face à Valvital. Voilà. Mais si c'était à refaire, je ne choisirais pas, ou en tout cas je ne proposerais pas au conseil municipal de choisir un bail amphithéotique administratif comme contrat avec un gestionnaire d'établissement thermal. Et surtout pour une durée aussi longue. Parce que la question qui se pose, c'est quelle est, la garantie de l'engagement des travaux à réaliser par le futur gestionnaire d'établissement thermal, mais surtout, dans quel état et quels investissements réalisera-t-il avant la fin de son contrat, pour ne pas faire en sorte que la ville, demain, si on choisit un contrat, ça peut être aussi une vente, mais si on choisit un contrat, comment demain la ville ne se retrouve pas dans la situation qu'on connaît aujourd'hui et récupère un bâtiment ou relance une déclaration de délégation de service public ou autre qui permettent de trouver un repreneur rapidement et pas de se trouver dans une situation avec un bâtiment qui est en fin de vie. Vous me permettrez l'expression. Si le repreneur que vous cherchez, l'autre possibilité, à part un bail, un nouveau bail avec, est-ce qu'il peut acheter, par exemple, les termes? Oui, c'est possible, ça. Vous pourriez les vendre. Alors, je n'ai pas dit que c'est ce que nous allions faire. Oui, non, mais je pense que c'est la possibilité qui peut être envisagée aussi. Voilà. Et puis là, le bail, je ne sais pas si ça se dit, mais le bail, il payait combien Valvital pour exploiter? Valvital nous payait. C'est-à-dire que Valvital, chaque année, nous versait une somme aux alentours de 100 000 euros. 100 000 euros. Voilà. Pas cher à Divonne, 100 000 euros pour les termes. Oui. Juste derrière. Oui, bonsoir. Je me permets d'intervenir, Vincent, parce que vraiment, j'ai mal aux oreilles quand j'entends ce que vous venez de dire. Moi, j'ai été élue de l'opposition pendant 8 ans et là, ce soir, ce sujet me tient particulièrement à cœur
Et en plus, si j'interviens, c'est parce que je sais que, moi, malheureusement, j'aurais préféré, entre guillemets, c'est pas contre toi, mais moi, c'est à Monsieur Blanc que j'en veux mordicus. Et je pense que si je pouvais, je porterais plainte personnellement parce que c'est lui qui a laissé les termes pourrir. Donc c'est pour ça que ce que je vais dire, Vincent, c'est pas à ton encontre vraiment. Je me permets quand même de répondre à Madame qui est juste devant moi. Un bail amphithéotique obligeait la commune de Divonne tous les ans à faire une visite précise. Il devait avoir un rapport que moi j'ai jamais pu lire parce que je pense que ça n'a pas été fait. Et donc oui, un propriétaire est en charge de suivre ce que le locataire fait, surtout quand le locataire s'engage contractuellement à faire des investissements pendant 5 ans à hauteur de 2 millions d'euros par an. Donc je pense que la commune de Divonne est responsable vraiment assez largement. On va pas parler que du passé, mais je voulais quand même rétablir ça, Vincent, parce que tu peux pas dire qu'il y avait la commune aurait peut-être dû regarder, on avait une obligation de regarder et on aurait dû faire stopper ça il y a longtemps. Donc, mais c'est vraiment pas à toi que je veux le dire. Donc c'est vraiment contre Étienne Blanc que j'ai vraiment beaucoup de rancœur si c'est pas plus. Et donc du coup m'amène une question par rapport à Valvital parce que en effet Valvital et Monsieur Riac ont laissé pourrir volontairement tout ça. Et si Valvital candidatait, quelle est la position du maire actuel de Divonne? Parce que moi j'ai une position personnelle, mais ça m'intéresse et j'aimerais que si tu peux t'engager, tu le fasses. C'était la bonne question. Alors aujourd'hui, je le dis très clairement, Valvital fait pas partie des groupes avec lesquels on est en sourcing, pour être très clair. Mais je pense que Valvital peut déposer un dossier et peut même déposer le meilleur dossier pour la ville de Divonne-les-Bains. Parce que Valvital fait partie des groupes, des gros groupes, ils sont dans les 5 premiers ou même dans les 3 premiers, groupe qui gère des établissements thermaux à Divonne-les-Bains. Aujourd'hui, j'ai une position personnelle. Je ne peux pas engager la ville sur la position que je peux prendre. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même une position conflictuelle avec Valvital. Depuis, en tout cas, moi je la gère depuis que je suis devenu maire en 2019. On a montré qu'il y avait des carences. Et aujourd'hui, la relation partenariale d'une ville avec un privé, elle doit être aussi basée sur la confiance. Et au regard du passé, il ne peut pas y avoir de confiance, pour être très clair. Donc, maintenant, il faut aussi que l'ensemble des projets arrivent. Puis c'est pas la décision du maire, c'est la décision du conseil municipal. Voilà. Donc c'est pour ça que je donne ma position personnelle aujourd'hui. On va s'engager dans un processus de consultation. Donc j'en resterai là dans ma position. Voilà. Il y avait une question. Monsieur Giraud. Monsieur Giraud, allez-y. Bonsoir. Ce soir, on a entendu 2 choses nouvelles. La première chose nouvelle qu'on a entendue, c'est vraiment les difficultés extrêmes de fournir à l'établissement thermal une eau pure et sans bactéries. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la description abominable de l'état des thermes qui devait déjà être abominable il y a 2 ans quand la commune a repris. Et là, moi, je faisais partie de la régie, on a vraiment failli. On aurait dû voir ça déjà il y a 2 ans. Moi, ma question s'adresse à Monsieur Mercier. Est-ce que c'est possible, finalement, d'amener l'eau minérale depuis le forage jusque sur le site actuel des thermes avec de telles conditions d'hygiène, de telles conditions techniques de construction de la ligne sur 2 km, là, avec le dénivelé, de telles conditions sur les réservoirs, de telles conditions sur toute la technique qu'il va falloir pour la distribuer dans les thermes sans aucune bactérie. Est-ce que c'est possible techniquement? Est-ce que ça existe ailleurs? Alors, pour répondre à votre question de manière très pragmatique, en l'état, non. Maintenant, pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme je vous l'ai déjà dit, les réseaux sont beaucoup trop gros, on n'a pas de vitesse, on n'a pas ce qu'on appelle l'hydrocurage, on n'a pas de possibilité de faire des nettoyages désinfections. Voilà, ça, tout cela, mis bout à bout, le risque sanitaire est trop important. Maintenant, si on se dit que géographiquement, les forages, eux, de toute façon, on va avoir du mal à les délocaliser. Mais par contre, l'établissement thermal, lui, s'il reste au même endroit ou s'il évolue, à partir du moment où on a des réseaux qui sont adaptés et qui sont nettoyables et désinfectables, du forage jusqu'au
poste de soins, soyons d'accord. Hein, pas juste à moitié ou aux trois quarts. Non, là, il faut pas faire de petites économies. Il faut laver, nettoyer tout de fond en comble. Et régulièrement. À ce compte-là, oui, monsieur, tout à fait. Il y a aujourd'hui des solutions techniques qui existent, qui existent déjà dans d'autres domaines. Vous allez par exemple en laiterie, vous allez en pharma, vous allez même dans certaines autres stations thermales. Ça rebondit sur votre question aussi qui était sous-jacente. Il existe des stations thermales en France où vous avez des process de nettoyage désinfection qui sont calqués sur ce que l'on peut mettre en œuvre dans l'embouteillage par exemple et qui fonctionnent très bien. Là, par contre, là où il y a quand même une spécificité locale, c'est la distance. La longueur la longueur de réseau entre le forage et l'établissement thermal est très importante, ce qui est générateur de soucis. Pas vraiment de problème puisque on peut tout à fait le traiter, mais par contre c'est inquiétant parce que effectivement c'est très long. Du coup, ça va nécessiter beaucoup d'argent en termes de maintenance, hein, quoi qu'on en dise. Nettoyer 4 km de réseau, ça se fait pas en 5 minutes. Donc, et ça se fait surtout régulièrement, comme je vous l'ai dit. Donc, le fait d'avoir un réseau qui va être quand même très long va avoir un impact financier important sur l'exploitation et notamment les procédés de nettoyage désinfection de ces réseaux. Voilà. Enfin, vous l'avez compris dans les propos de Monsieur Mercier. En fait, demain, pour le nouvel établissement thermal, il y a de grandes chances qu'on doive remplacer la conduite qui vient du forage jusqu'au nouvel établissement thermal. C'est, j'allais dire, des travaux qui nous semblent nécessaires et essentiels. La conduite, vous l'avez vu, elle a à peu près une trentaine d'années, 35 ans. C'est des équipements qui ont des équipements avec une durée de vie j'allais pas dire limité, mais en tout cas qui nécessite des entretiens. Et demain, on peut avoir le plus bel établissement thermal de la Terre. Si on se garantit pas que l'eau qui vient des forages soit acheminée de manière qualitative pour les 15 ans qui viennent dans le nouvel établissement thermal, eh ben, on fera une erreur. Et on le voit aujourd'hui, il y a plein d'établissements d'établissements thermaux, c'est mieux pour les oreilles, d'établissements thermaux qui sont rénovés et qui n'arrivent pas à fonctionner parce qu'ils ont un problème d'approvisionnement en eau. Et très clairement, le remplacement de la conduite, c'est un budget entre 2,5 millions et 3 millions d'euros. Eh bien, on estime qu'on doit plutôt investir sur cette conduite plutôt qu'investir dans un bâtiment dont on n'est pas sûr du fonctionnement à terme. Je crois que ce qu'il faut garantir, c'est l'image de l'eau de la ville de Divonne-les-Bains. J'étais très content d'entendre Stéphanie Rapoport le rappeler tout à l'heure, c'est l'ADN de la ville. Je partage totalement son avis et je crois que maintenant, notre investissement et notre effort budgétaire, il doit porter sur l'apport de la ressource et la préservation de la ressource dans l'établissement thermal, si on veut que ça fonctionne. Il y avait une question juste ici et après de l'autre côté. Je voulais juste vous dire, j'imaginais que la reprise... Oh, pardon. Bon, alors, voilà. Est-ce que, par exemple, la gestion... Si, par exemple, vous avez un repreneur, est-ce que la gestion de l'eau et la gestion des thermes ne pourraient pas être séparées? Est-ce que vraiment un repreneur est capable de gérer les thermes et en même temps la gestion de l'eau? La gestion de l'eau. Quand vous dites gestion de l'eau, je veux bien comprendre. Maintenant, vous devez reprendre toutes les canalisations, raffiner l'eau qui est stockée actuellement et qui n'est pas du tout bonne, enfin pour les thermes. Est-ce que le repreneur est capable, lui, de gérer les thermes en fonctionnement et en même temps gérer l'eau? Alors, ça fait l'approvisionnement en eau. Oui, alors, voilà. Ce qui est sûr, c'est que nous, en tout cas, on sera vigilant à l'approvisionnement en eau et à la qualité de l'approvisionnement en eau. D'ailleurs, c'est parce que c'est ce que j'évoquais à l'instant. Oui. C'est ce qui est essentiel pour le fonctionnement de l'établissement thermal, mais aussi pour l'image de la ville. Oui. Une pollution, c'est dramatique. Divonne a connu une pollution il y a 25 ans du réseau d'eau potable, pas du réseau d'eau thermale, et on en parle encore aujourd'hui, parce que ça a porté atteinte à l'image de la ville. Mais quand je dis ça, je dis pas que les travaux sont... qu'aujourd'hui la situation est critique. Je dis qu'on devra
investir si on veut se garantir un bon fonctionnement de l'établissement thermal. Et ensuite, il y a le gestionnaire de l'établissement thermal qui, lui, va faire son travail d'investissement dans l'établissement thermal et ensuite de gestion de l'établissement thermal avec la réponse aux différents objectifs que j'ai évoqués dans mon propos liminaire. Monsieur Perrier. Donc Martin Perrier, je parle en nom propre. J'ai une demande de clarification, une question. La demande de clarification, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement très clair pour tout le monde. On nous a fait un topo très sombre en fait sur l'état du réseau et l'état des termes. Moi, ce que je voulais savoir, parce que j'entends différentes choses et je suis pas sûr de bien comprendre, qui était responsable de l'entretien de l'état du réseau? Et notamment, est-ce que les problématiques liées à la bactérie, aux problèmes bactériologiques, sont liées au réseau ou au terme? Parce qu'il y a deux responsabilités, et dans la communication municipale, c'est un peu confus, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en fait, Valvital est responsable de la bactérie, du réseau, des termes, etc. Je voulais savoir s'il y avait deux sujets ou s'il y en avait un seul, et si ce sujet, un seul, qui était uniquement imputable à Valvital. Et ma deuxième question, ma question en fait, c'est sur la question du repreneur. Moi, quand je regarde ce que vous nous avez présenté, en fait, je vois que vous avez fait une résiliation du contrat. Vous avez envisagé cette résiliation en 2018, donc ça veut dire que probablement en 2017, vous pensiez à la résiliation, et vous nous dites au fait aujourd'hui, c'est-à-dire presque 6 ans après, que y a une urgence, c'est de trouver un repreneur. Donc moi et que vous allez retrouver d'ici 2023. Donc je suis un petit peu en fait circonspect, même un petit peu inquiet du type de repreneur que vous allez retrouver. Moi, il y a une petite expérience qui a eu lieu juste avant les élections municipales, qui était la reprise du centre équestre, où on s'est retrouvé avec une solution avec un bail amphithéotique et un repreneur qui était un garagiste pour reprendre le centre équestre. Et on voit bien que le fonctionnement n'est pas idéal. Donc, de quelle manière est-ce qu'on va pouvoir avoir la garantie que le projet que vous allez accompagner va être le meilleur? Merci. La garantie, ça sera celle du conseil municipal. Parce que le choix, il devrait être fait au conseil municipal. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, je crois que le BEA, à force d'avoir des difficultés avec ce type de contrat, on va peut-être éviter de continuer à faire des BEA. Vous l'avez évoqué sur le centre équestre tout à l'heure. C'est exactement la même difficulté que l'on a aujourd'hui là-dessus. Sur le repreneur, nous, notre souhait, c'est d'avoir un repreneur qui a une expérience dans la gestion de d'établissements de termes en France, qu'il puisse aussi avoir les financements nécessaires pour réaliser les travaux et qu'on ne se retrouve pas avec des travaux qui sont faits partiellement ou qui n'aboutissent pas, et puis qu'il soit capable de mobiliser autour de lui l'écosystème que j'ai évoqué également tout à l'heure. Et ça fera l'objet d'un appel d'offres, d'un examen, de commissions qui s'assureront que le choix qui sera fait sera le meilleur choix pour la ville de Divonne-les-Bains. Ce qui est sûr, et c'est d'ailleurs ce qui peut philosophiquement avoir des oppositions, c'est que je pense que ce n'est pas à la ville de Divonne-les-Bains de gérer son établissement thermal, que ce n'est pas à la ville de Divonne-les-Bains de gérer un centre d'esthétique, que ce n'est pas à la ville de Divonne-les-Bains de gérer un centre de fitness ou de gérer un centre aquatique. Je pense que ça doit être confié à des professionnels. Ça doit être confié à des professionnels qui ont l'habitude de gérer ce type de centre. Ça doit être confié à des professionnels qui ont l'habitude de gérer des établissements thermaux et qui vont pouvoir prévoir un établissement thermal adapté dans les 5 prochaines années, mais qui sauront aussi dans 10 ans se remettre en question sur les produits qu'ils proposent et être aujourd'hui aussi performants, être demain performants sur ce qu'ils pourront proposer, parce qu'on le voit, le Covid a foncièrement changé les attentes des curistes en termes de fréquentation, mais également en termes de produits de cure. Et je pense que dans 5 ans ou dans 10 ans, les cures qu'on propose aujourd'hui ne seront pas les cures de demain. Donc je crois qu'un privé, il a toute sa place pour gérer un établissement thermal et que ce n'est pas à la ville de le faire. Après, je peux comprendre qu'on ne partage pas cette position. Mais non, mais je le dis, mais je le dis pas pour vous. Non, mais je le dis pas pour vous, Monsieur Perrier. Je le dis simplement parce que je pense que c'est bien de clarifier aussi notre position politique. Et deuxièmement, sur la clarification, en fait, dans le BEA,
il y avait le travail et l'entretien des réservoirs, et notamment du réservoir du Golfe. Et ce réservoir du Golfe, c'était à Valvital d'entretenir. Et le problème qu'on a rencontré, il était sur le réservoir du Golfe. Il n'était pas dans la canalisation qui, par contre, est propriété de la ville et qui doit faire un entretien régulier de la part de la ville. Voilà pour la clarification. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, il y a une question au fond, parce que Madame Lansky n'a pas encore parlé, puis après on reviendra vers vous. Bonsoir. Bonsoir. Beaucoup d'autres ici, j'ai été un petit peu surprise d'entendre... Comme beaucoup d'autres ici, j'étais un peu surprise d'entendre parler de corrosion, de musée des horreurs en 2022, alors que la ville devait superviser tout ça. Et donc mes questions vont un peu dans le sens des autres ici. Qu'est-ce que la ville a fait durant les 10-20 dernières années pour superviser cet équipement qui est si important pour cette ville? C'est un des équipements les plus importants pour la ville de Divonne. Donc ça serait la première question. On parle maintenant des canalisations, de ce qu'il faudrait faire pour remettre en route cet équipement. Ça me paraît un travail monumental, mais dans votre présentation, Monsieur le maire, vous avez dit que ça ne serait que quelques mois entre la fermeture et la réouverture. Alors, j'ai du mal à comprendre comment tous ces travaux vont être faits en quelques mois. Donc ça, c'est ma deuxième question. Et dans le cadre de cette deuxième question, vous parlez au futur de trouver un repreneur. Il me semble que pour Divonne, il y a urgence, qu'on trouve une solution à ce problème. Mais où en est-on avec trouver un repreneur, faire les travaux, etc. Voilà. Alors, je vais reprendre ce que j'ai déjà évoqué, mais je serai beaucoup plus clair, parce que j'ai pas été suffisamment clair, je pense. Sur l'entretien du bâtiment, je crois que mon intervention complétée par celle d'Anne-Valérie Sédy a été relativement claire. Et je le redis, aujourd'hui, on a constaté sur les dernières années du BEA jusqu'à la rupture qu'il y avait un défaut d'entretien. Et c'est la raison pour laquelle on a rompu le BEA, et qu'aujourd'hui, la justice a confirmé la position de la ville. Sur le délai, vous l'avez vu, donc le sourcing est en cours. Le lancement du cahier des charges pour trouver un nouveau repreneur sera fait au plus tard au conseil municipal du mois de janvier, parce que d'ici là, on doit déterminer la forme juridique que l'on souhaite mettre en place. Est-ce que c'est une vente, est-ce que c'est une DSP ou est-ce que c'est un autre type de contrat? On doit s'arrêter sur le périmètre d'intervention du futur opérateur. On doit déterminer les phases de dialogue qui vont se mettre en place avec le futur opérateur. Enfin, il y a tout le processus qui doit se mettre en place. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de l'année 2023, nous ayons désigné un opérateur, un nouveau opérateur privé, et que nous ayons signé le contrat qui nous lie à cet opérateur. On sera fin 2023. Ensuite, l'opérateur, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a plusieurs hypothèses. La première, il décide de faire des travaux dans l'établissement thermal, de changer des fenêtres, de changer les portes et de conserver l'établissement thermal tel qu'il est aujourd'hui. Simplement, il va lancer ses travaux pour rénover l'établissement thermal. Deuxième option, il veut démolir, reconstruire une partie de l'établissement thermal ou l'agrandir. Il faut qu'il dépose un permis de construire. Donc il va y avoir le temps de l'instruction du permis de construire, ce qui est gérable, mais pire, le temps des recours. Et on sait qu'à Divonne-les-Bains, on a l'habitude de recours sur les projets qui sont portés par la collectivité. Donc, j'espère que dans les 6 mois, parce qu'on se dit que c'est 6 mois à peu près l'instruction d'un permis de construire,
ça pourra être délivré, donc les travaux pourront débuter. Ça nous mène à fin 2024 pour un démarrage de travaux. Ensuite, l'opérateur peut décider de faire des travaux par phase. C'est-à-dire simplement dire je fais des travaux dans une première partie du bâtiment, je le réouvre pour une activité qui n'est pas forcément l'activité des thermes, mais qui peut être l'activité de fitness, qui peut être l'activité de soins, par exemple, et ensuite avoir des travaux qui sont menés conjointement à l'utilisation du centre. Aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Et si c'est cette option-là qui est retenue, à ce moment-là, ça veut dire que le centre peut réouvrir très rapidement. Donc aujourd'hui, la question du calendrier, c'est pour ça que je parlais de quelques mois, ça va être évidemment plutôt aux alentours de 12, 18, 24 mois, même plutôt 24 mois, que la réouverture au 1er janvier 2024, pour être très clair. Maintenant, il y a toute une phase aussi de négociation qui va se faire avec les opérateurs qui répondront à l'appel d'offres. Et ce sujet du délai de la réouverture de l'établissement thermal, il va faire partie de l'argument, en tout cas d'un des critères dans le choix de l'opérateur. C'est-à-dire sa capacité à mobiliser des architectes, sa capacité à mobiliser des fonds, sa capacité à mobiliser des entreprises pour pouvoir faire en sorte que le centre thermal puisse réouvrir partiellement ou totalement dans les délais les plus courts possibles. Et je le redis, parce que j'ai bien compris le sens de votre question, il n'y aura pas de réouverture le 1er janvier 2024, et je pense qu'au regard du calendrier annoncé, on sera plutôt sur une réouverture partielle du centre qui pourrait se faire au début de l'année 2025. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques, Madame Devon? Du coup, je vous propose même de clore la séance des questions parce qu'on est arrivé à 21h et on s'était laissé jusqu'à 21h. Il y a encore deux questions. J'ai deux questions. La première, elle est très courte. La piscine municipale, donc, on ne parle pas des termes, mais la piscine municipale, est-ce que c'est bien géré par la mairie de Divonne? Voilà. Alors ça, c'est ma première question parce que je suis très mécontente en fait de l'entretien. Là, on a mis depuis un moment beaucoup de responsabilités sur une manque d'entretien de Val-Vital par rapport au terme. Moi, je reproche la mairie de Divonne-les-Bains, si c'est la mairie qui est responsable, de l'entretien donc à la piscine municipale où le carrelage est abîmé, où les douches n'ont plus d'eau, etc. C'était ma première question. La deuxième question, là je parle de la part des membres du fitness et des cours d'aquagym de Val-Vital. Sachez que dans toute la région, entre la piscine de Gex, la piscine de Ferney-Voltaire, il n'y a plus de place du tout pour des cours d'aquagym. Est-ce que vous avez des tuyaux à nous proposer pour les cours? Et la même chose pour les cours de fitness. À Saint-Genis, il n'y a plus de place non plus. Est-ce que vous avez des tuyaux pour des cours de fitness? À Divonne, il n'y a rien d'autre. Il y a peut-être quelque chose qui va ouvrir au mois de mars. Mais est-ce que vous aurez d'autres idées à nous proposer, puisqu'on est quand même les perdants dans l'histoire? Merci. Alors, sur l'entretien de la piscine, la ville a donné l'entretien de la piscine à une société qui s'appelle Recrea, mais c'est un mandat de service. Donc en fait, c'est la ville qui entretient la piscine. Donc aujourd'hui, on va remettre du budget sur cette fin d'année 2023 pour réaliser des travaux d'entretien, notamment de carrelage, de gestion de la piscine, parce que très clairement, l'absence d'investissement, même léger, c'est beaucoup vu cet été. Et donc ça ne me convient pas à moi non plus. Donc dans l'attente d'avoir un projet de centre de piscine de plus grande envergure, on va flécher du budget pour que cette année, pour que durant la saison 23, on puisse avoir une piscine plus accueillante que ce qu'elle a été cette année. Le deuxième point, c'est sur les cours de fitness et d'aquagym. J'ai pas de réponse, pour vous le dire très clairement. Je crois que la Villa du Lac propose des cours, mais c'est complet aussi, voilà. Je crois que sur certains cours, avec un prof des termes, on est en train de regarder si on pourrait trouver une solution pour poursuivre ce cours. Mais je parle vraiment au conditionnel, parce que c'est des discussions en cours.
Et vous avez parlé d'une nouvelle salle. Je crois savoir que un gestionnaire de salle de fitness a acheté un plateau d'un bâtiment vers Carrefour Market. Je crois qu'il a eu les autorisations d'urbanisme qu'il les a obtenues dernièrement. Je crois que c'est en phase de recours aujourd'hui. Et par contre, je ne sais pas le contenu de cette salle. Je ne sais pas s'il y aura que des machines, s'il y aura des cours. Et je pense que ça sera au printemps prochain, peut-être même plus que l'été. Voilà. Voilà pour les réponses. Allez-y. Monsieur Dalmédo, je suis résident à Divonne depuis 40 ans. En fait, je me permettais de vous poser quelques questions, notamment le fait, il me semble que vous aviez dit que pour l'exercice 2023, pour pouvoir poursuivre l'activité des thermes, il vous faudrait 2,3 millions. Donc la question que je voudrais vraiment vous poser, est-ce qu'il n'est pas peut-être plus important et plus nécessaire de continuer jusqu'à la proximité, la possibilité d'avoir un réel repreneur, que de fermer un établissement et qu'un repreneur vienne, voie un établissement fermé et qu'il n'y ait pas vraiment les volontés ou la possibilité concrète de vouloir reprendre cet établissement. Ne serait-il pas plus intéressant de pouvoir continuer, ne serait-ce que, vous avez parlé de 2005 dans la plus grande échéance, ne serait-il pas plus intéressant de continuer à faire certains travaux en attendant qu'un réel repreneur puisse vraiment être intéressé par les termes. Divonne, pour moi, a toujours été un endroit, une ville, une commune qui faisait en sorte de se démarquer des autres communes environnantes. Et les termes en faisaient grandement partie. Les termes, comme le casino, comme la piscine, comme le lac, comme le château, comme l'hippodrome. Et hélas, je m'aperçois que depuis 40 ans, toutes ces infrastructures, toutes ces structures, tout ce qui faisait l'ADN de Divonne est en train de se détruire lamentablement. Okay. Merci pour votre intervention. Ce constat, je peux le partager. Même si moi, ça fait pas 40 ans que je suis à Divonne-les-Bains, ça fait qu'une vingtaine d'années. Et j'ai vu, comme vous, le château disparaître. Bon, on y reviendra tout à l'heure pour vous expliquer où nous en sommes dans les échanges que nous avons avec le propriétaire du château qui est privé. Voilà. J'ai aussi remarqué que le casino était différent. Qui aujourd'hui est en regard pour machine à sous. J'ai remarqué ce que vous évoquiez sur le lac. Et je dois le dire, ça ne me satisfait pas forcément parce que aujourd'hui, la ville de Divonne-les-Bains s'est beaucoup reposée pendant des années sur le casino. C'est beaucoup reposé sur des équipements qui avaient été réalisés à l'époque par Marcel Antonio. Voilà. Le lac, par exemple. On en parlera demain soir quand on présentera le projet Grand Lac. Aujourd'hui, on est les héritiers de ces infrastructures assez uniques dans des communes comme les nôtres, des communes de 10 000 habitants, et des infrastructures assez uniques parce qu'il faut se remettre à l'époque où Divonne-les-Bains avait 2 000 ou 3 000 habitants. On l'a vu tout à l'heure quand je l'ai évoqué pour les thermes. Les thermes, en 68, c'était 6 000 curistes pour une population de 3 000 habitants. Donc l'économie des thermes était essentielle, j'allais dire, à l'économie de la ville de Divonne-les-Bains. Parce qu'il y avait une vraie saison thermale, parce qu'il y avait des économies de meublés, d'hébergeurs, d'hôtels. Mais tout cela ont petit à petit disparu pour être remplacés, souvent par des programmes immobiliers. Regardez dans la Grande Rue, vous avez connu l'Hôtel de France, je crois que ça s'appelait à l'époque, l'Écu de France, dans la Grande Rue. Et c'est des projets qui ont changé et on a vu
petit à petit l'identité thermale et touristique de la ville de Divonne-les-Bains changer. Peut-être, avec votre regard, s'affaiblir, changer, évoluer. Aujourd'hui, le constat il est partagé par beaucoup de monde dans cette salle, mais plus globalement par une grande partie des Divonnais que je peux rencontrer. Et aujourd'hui, notre défi, il est d'essayer de remettre cette ville au niveau de ce qu'elle était par le passé. Je ne dis pas qu'on va recréer un nouveau casino, je ne dis pas que je suis Marcel Antonio, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement qu'aujourd'hui, on doit remettre les équipements qui nous ont été laissés à niveau pour maintenant et pour nos successeurs. Parce qu'aujourd'hui, l'absence d'investissement, parce qu'il a fallu aussi construire des écoles, il a fallu construire des routes pour accueillir des nouveaux habitants, au regard du développement démographique, il a fallu proposer de la culture, l'Esplanade du Lac en fait partie, notamment, nous ont englouti une grande partie de nos capacités d'investissement sur les derniers mandats. Aujourd'hui, on doit pouvoir se concentrer sur de la rénovation de bâtiments et avoir des projets qui s'appuient sur des équipements qui sont déjà des équipements qui sortent de l'ordinaire. Une piscine olympique de 50 mètres dans une ville de 10 000 habitants en plein air, ça existe peu. Regardez autour de vous, ça existe peu. Et on a la chance d'avoir cette piscine. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à la rénover, il faut qu'on arrive à savoir si on la couvre partiellement ou pas, pour pouvoir l'utiliser 6 mois par année. Eh ben, les termes, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit mettre 2,3 millions, c'est ce que j'ai évoqué comme chiffre, 2,3 millions, je les sépare, hein, c'est 1,3 million dans de l'investissement, et c'est un déficit de fonctionnement d'1 million pour l'année estimée, d'1 million pour l'année 2023, sachant qu'on a une forte augmentation du coût de l'énergie sur 2023. Où est-ce qu'on doit se dire, on arrête aujourd'hui, on suspend, pour pouvoir relancer aussi un établissement thermal adapté, porté par un privé, et accompagner l'arrivée de cet établissement thermal, notamment en mettant des moyens dans la rénovation de notre canalisation, qui permettra d'assurer l'approvisionnement en eau thermale la ville de Divonne-les-Bains. Si on ne met pas également des moyens sur la rénovation des parcs d'équipement de la ville, et en fait c'est ce travail qui doit venir de manière complémentaire au projet de rénovation de l'établissement thermal. Mais l'idée, c'est d'accompagner la ville de Divonne-les-Bains dans le tournant touristique 4 saisons. Alors quand on dit ça, ça fait un peu tarte à la crème parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui partout et on en parle beaucoup pour les secteurs de montagne. Mais aujourd'hui, on voit que notre économie, elle est plus liée à l'activité thermale uniquement. Notre économie, elle est plus liée, ou en tout cas l'image de la ville et l'attractivité de la ville, elle est plus liée uniquement au casino. Alors qu'avant, c'était l'image du casino, c'était le casino qui portait l'image de la ville. Très clairement. Parce que c'était le premier casino de France, c'était le seul casino de la région. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Que la ville, l'image de la ville n'est pas uniquement portée par le lac et ses activités d'été. Et en fait, que c'est un tout. Et c'est ce qu'on doit travailler, ce qu'on doit mettre en œuvre, mettre en musique, si vous me permettez l'expression, pour faire en sorte que Divonne-les-Bains redevienne la ville thermale d'antan. Alors je dis pas qu'il faut revenir dans les constructions du passé, mais en tout cas avec une image qui pouvait être celle d'antan, où on trouvait une partie de services, une partie d'activité qu'on ne trouvait pas ailleurs dans le Pays de Gex. Notre volonté, elle n'est pas de devenir une commune comme les autres, ou comme celle que l'on peut trouver dans le Pays de Gex. On a des spécificités, on a des équipements. Mamouillé, vous me permettez juste de finir, s'il vous plaît, merci. Qu'on puisse, avec l'ensemble, s'appuyer sur nos équipements et qu'on puisse dynamiser le secteur de la ville de Divonne-les-Bains. Si aujourd'hui on a par exemple des projets d'hôtels, c'est parce que la ville est reconnue et est encore reconnue comme une ville touristique. Parce qu'il y a, une image qui reste celle collée à Divonne-les-Bains. Et je peux vous garantir, et vous en ferez le bilan en 2025, à la fin du mandat que m'ont confié les Divonnais, je passerai l'ensemble de mon énergie à retrouver un gestionnaire pour l'établissement des thermes, à faire en sorte que le château, on vous en parlera dans quelques temps, puisse être rénové pour créer de l'hôtellerie, et à conserver et à renforcer l'image touristique et thermale de la ville de Divonne-les-Bains. Sur le château, vous voulez que je complète alors parce que Véronique ne veut pas y aller ? Vas-y. Attendez,
On fait passer le micro et après on revient vers vous. Non mais c'est juste, prenez le micro là. Juste l'ouverture. Là, je parle comme ça. Dans le micro. Dans le micro. L'ouverture du cinéma est prévue quand? Voilà. Ça, c'est important parce qu'on n'a plus rien finalement à Divonne. Alors, je fais les 2 points. Sur le château, parce que comme ça, on l'aura fait. Sur le château, vous savez, le château est propriété d'un privé qui aujourd'hui souhaite rester propriétaire de son bien et il n'a pas forcément lui-même les moyens d'investir pour refaire du château un hôtel plutôt haut de gamme. Donc avec Véronique, nous le rencontrons quasiment tous les mois, soit physiquement sous forme de visio, pour lui présenter des groupes hôteliers, pour lui présenter des investisseurs, pour accélérer la rénovation du château. Lui, il est tenu par aucune obligation, sauf celle de vouloir rénover son château. Nous, on est tenu par une obligation qui est celle de rénover cet établissement, mais surtout d'en refaire un établissement hôtelier de qualité pour Divonne-les-Bains. Donc aujourd'hui, on a présenté plusieurs groupes de promotion également, pour pouvoir essayer de trouver un équilibre financier au projet qui permette aux propriétaires peut-être de dire oui et d'accélérer la rénovation du château. Parce que vous, comme nous, on est assez peu satisfait de voir depuis l'autoroute un château sans toit, une végétation qui commence à prendre, la place et ses droits dans un site qui est un site aujourd'hui fermé à cause de l'incendie que vous avez connu. Donc, on espère pouvoir aboutir rapidement, mais la clé, elle dépend pas de nous. La clé, elle dépend du propriétaire. Et je le redis, le propriétaire, il veut pas vendre. Parce qu'évidemment, on lui a proposé de monter un tour de table où la mairie pourrait peut-être intervenir, de pouvoir redevenir propriétaire du château. Il ne veut pas. Il a un attachement personnel à ce château. Donc, aujourd'hui, on a plutôt fait le choix de la discussion, plutôt fait le choix de l'accompagnement du projet. On espère que ça aboutira. Si ça n'aboutit pas, on regardera d'autres méthodes plus drastiques. Après, on verra ce qu'il en est. Sur le cinéma, il est fermé à cause des travaux du casino. Et le cinéma réouvrira à la fin des travaux du casino. Je pense d'ici une année. Les délais de travaux, c'est une année. Je rappelle le cinéma. Aujourd'hui, le cinéma, c'est environ 5000 entrées par année sur l'année dernière, sur l'économie du cinéma. Donc aujourd'hui, très clairement, le cinéma réouvrira, ça c'est une certitude. Et aujourd'hui, il est contraint pour des raisons acoustiques. Je crois que on a déjà évoqué ce sujet au conseil municipal, donc vous avez dû en entendre parler, qui ne permet pas d'avoir un usage à la fois du cinéma et du casino dans l'espace Charles Aznavour en même temps. Voilà, je vous propose qu'on prenne du coup la dernière question. Mathieu Emery, c'est pour vous. Bonsoir à tous. Et bonsoir, monsieur le maire et madame la première adjointe. Est-ce qu'on m'entend bien? Je suis pas sûr, oui. Okay. Alors, je vais parler plus fort. Bonsoir. Donc, je suis Mathieu Emery. Je fais partie d'un autre groupe du conseil municipal, Unis pour Divonne-les-Bains. Et aussi, nous avons avec nous Amaury et Guibert qui représentent Divonne pour tous. Je voulais juste préciser au cas où des personnes dans la salle aient un doute. Quand monsieur le maire dit que le conseil municipal a voté pour cette décision, je voudrais préciser que l'ensemble du conseil municipal n'a pas voté pour cette décision. Nous sommes contre cette décision, donc je voudrais juste le repréciser de façon très claire ce soir. Une partie du conseil municipal n'a pas voté pour, y compris une partie de la majorité que vous représentez. Donc, après cette clarification, je voudrais aussi remettre en perspective un éclairage sur l'historique que vous avez fait. Quand vous dites l'état des termes, on est tous horrifiés des photos qu'on a vues, on partage cette aberration technique. Je pense que si on reprend aussi un petit peu l'historique, on sait que dans les années 90, quand Valvital a récupéré les termes, ils n'étaient déjà pas en bon état. Et vous étiez aux commandes de ces termes.
Quand Valvital avait les termes en opération, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, il y avait un devoir de surveillance, vous ne l'avez pas fait. Quand Valvital a appris que vous aviez un autre projet de terme, pas plus loin que ici, un projet pharaonique qui devait effectivement combiner des termes, une piscine, etc., et que de ce fait, il a stoppé tout investissement là-bas. Pourquoi ? Parce que pourquoi investir là-bas alors qu'il y a un nouveau projet qui est là ? Ce projet-là de pharaonique, d'aqualudique, c'est vous qui l'aviez porté. Vous avez aussi pris la décision de rompre le contrat avec Valvital alors que vous n'aviez aucun repreneur, aucune piste derrière Valvital. Donc c'est vous qui avez décidé de rompre ce contrat sans solution derrière. Donc quand en 2020, on s'est retrouvé à devoir gérer, nous la mairie, ces termes, c'est parce que vous avez mis la mairie dans cette situation. D'accord ? Et quand on s'est retrouvé dans cette situation, on a fait un appel d'offres et on n'a trouvé aucun repreneur. En 2020, il y a 2 ans à peine. Depuis que nous avons la gestion des termes, nous savons qu'il fallait faire des investissements dans les termes. L'an dernier, un audit technique précis, complet, a déterminé exactement ce qu'il fallait faire pour remettre les termes en ordre de marche. Complet, précis, chiffré. Cet audit technique a été ignoré. Depuis que nous avons repris la gestion des termes, nous appliquons une politique de rustine, des investissements à minima. Donc ne nous étonnons pas de la continuité de la dégradation des termes à aujourd'hui. Monsieur Mercier, vous avez vu cet audit technique. Vous avez été interpellé cette année pour effectivement apporter un complément de cet audit technique pour nous dire comment, suite à la situation gravissime dans laquelle étaient nos termes, nous pourrions réouvrir l'année prochaine. N'est-ce pas ? La proposition que vous nous avez faite est effectivement chiffrée à un peu plus d'1 million et doit permettre une réouverture avec un fonctionnement plus que normal des termes. Je ne dis pas sans risque, parce qu'on sait qu'effectivement, l'audit technique avait démontré précisément qu'il fallait beaucoup plus d'1 million pour remettre les termes en état fonctionnel, sans risque. L'audit technique qui a été fait l'an dernier a demandé un budget de 2,6 millions pour un fonctionnement pérenne. Pas de rustine, pas avec l'épée de Damoclès autour de la tête. Un fonctionnement pérenne. Un fonctionnement qui permettait aussi de faire des améliorations d'isolation pour répondre justement aux défis que nous avons aujourd'hui de facture énergétique. Donc il y avait des solutions. Il y avait une possibilité de garder les termes ouverts. Cet audit technique aussi précise que ces travaux nécessaires pour garder les termes ouverts, du fait de la conception des termes, qui aujourd'hui n'est pas mauvaise du tout. Il ne faut pas croire que les termes aujourd'hui ne valent rien. Il ne faut pas croire qu'ils ont été construits au hasard. L'audit technique nous dit de façon très claire, ces termes sont suffisamment bien conçus pour que les travaux puissent être faits par phase. Et donc puissent être faits tout en maintenant une ouverture, évidemment partielle, mais des termes. Donc je voudrais juste que toute l'Assemblée ce soir soit claire sur le fait qu'il y avait des options pour maintenir les termes ouverts, et il y avait des options pour, effectivement, nous laisser du temps, parce qu'on a besoin du temps, parce que vous n'avez pas trouvé le repreneur que vous aviez dit que vous retrouverez. D'accord ? Nous n'avons pas retrouvé ce repreneur. Et on est tous d'accord pour se dire qu'il nous faut un repreneur. On ne peut pas garder la gestion par la mairie des termes. On n'a pas les compétences, on n'a pas l'argent, on n'a pas l'expertise, on n'a rien de tout ça. Donc il nous faut un repreneur. Mais nous avons pris, vous avez pris du retard dans l'identification de ce repreneur. Et nous, on ne peut pas accepter d'aujourd'hui lâcher les termes sans avoir la garantie de ce repreneur. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Nous ne savons pas qui va reprendre les termes, dans quelles conditions financières, dans quelles conditions juridiques, dans quelles conditions médicales, dans quelles conditions humaines, pour sauver nos emplois, pour sauver l'existence des termes. Donc, je voudrais redire clairement pour tous ce soir, il y avait une autre option.
La majorité a décidé de ne pas suivre cette option. La majorité a décidé de ne pas écouter cette option et de ne même pas la présenter au conseil municipal. Donc, elle n'a pas été votée. À vous de prendre vos responsabilités par rapport à ça. Merci. Merci, Monsieur Emery, pour avoir donné la position de l'opposition du conseil municipal sur ce dossier. Et je dois dire que on a aujourd'hui, on assume, en tout cas la majorité a présenté une proposition au sein du conseil municipal. Il y a eu un débat, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a eu des votes qui ont été faits au conseil municipal. Tout à l'heure, quand j'ai dit le conseil municipal a pris une position, c'est la position majoritaire que j'ai évoquée et que j'ai présentée ce soir. Évidemment, plusieurs options étaient sur la table. C'était d'investir 1,3 million. C'est des débats qu'on a déjà eus au niveau du conseil municipal quand on a à chaque fois voté les budgets de la ville de Divonne-les-Bains, quand on a voté les subventions versées du budget principal au budget de l'établissement thermal. Et à chaque fois, la position que j'ai tenue, qui a été partagée par la majorité, c'était de dire aujourd'hui, investir 1,3 million, investir 2 millions, investir 2,6 millions dans un établissement thermal dont on ne connaîtrait pas l'avenir des investissements ne nous paraissait pas judicieux pour les finances de la ville de Divonne-les-Bains. Rien ne garantit que l'ensemble des travaux qui vont être réalisés aujourd'hui ou qui pourraient être réalisés dans l'établissement thermal correspondraient aux attentes du futur repreneur. Je dois dire que ça ne serait pas, à mon sens, une utilisation juste de l'argent des Divonnais, parce que je le rappelle aujourd'hui, le déficit de fonctionnement, c'est l'impôt des Divonnais qui le finance pour des activités qui sont des activités économiques de type fitness, de type spa thermal ou de type soins. Et c'est ce qui a fait que nous n'avons pas un accord sur la position que vous avez sur l'établissement thermal. J'apporte juste une nuance à votre propos. Quand le bail a été rompu, il y avait le projet de déplacement du centre thermal au bord du lac. Donc le bail, il n'a pas été rompu sans qu'il y ait un projet qui soit avancé. Je rappelle, le projet en 2019, il était quasiment finalisé. Il a été mis, il y avait des propositions financières, il y avait des projets qui étaient indiqués. Le projet, le conseil municipal a fait le choix, je crois pour le coup, à l'unanimité, de ne pas le poursuivre. Pourquoi ? Parce qu'il était trop impactant pour les finances de la collectivité en termes d'investissement. Et en prenant cette décision, évidemment, la conséquence derrière était que la rupture du bail avec Valvital allait nécessiter une gestion de l'établissement thermal qui ne serait pas opportune ou qui ne serait pas optimale à partir de octobre 2020. On a essayé de trouver un gestionnaire, or pas un repreneur de l'établissement thermal qui est en capacité d'investir pour pouvoir porter un nouveau projet. C'était trouver une société qui gère l'établissement comme nous le faisons aujourd'hui avec la piscine. Nous n'en avons pas trouvé. Pourquoi nous n'en avons pas trouvé ? Parce que nous n'avions pas suffisamment de connaissances sur le fonctionnement de l'établissement thermal, parce que le gestionnaire avec qui nous avons fait la rupture de contrat n'a pas partagé les données qu'il possédait. C'était évident que ça se passe, enfin en tout cas ça se passe comme ça, dans le cadre de la rupture qui nous lie à lui. Donc voilà la raison pour laquelle on a repris André J. Donc voilà les quelques éléments complémentaires que je voulais vous apporter, sachant que toutes les positions ont pu être exprimées ce soir. Je vous propose que nous en restions là, parce que nous avions convenu que nous quitterions vers 21h, il est 21h30. En termes de conclusion, je tenais juste à vous dire que nous restons à votre disposition pour pouvoir répondre à certaines de vos questions si vous le souhaitez, que la présentation qui vous a été faite ce soir sera disponible sur les différents réseaux, sites de la ville pour que vous puissiez y accéder. Et le message, j'espère que vous aurez retenu ce soir, c'est que Divonne-les-Bains n'est pas mort et que notre énergie va être de retrouver un repreneur rapidement pour pouvoir relancer le thermalisme à Divonne. Merci beaucoup.